VDP. 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 Voilà, monsieur, bonsoir. Une fois de plus, nous nous retrouvons sur les antennes de la télévision BF1, la chaîne au cœur de nos défis, pour ensemble décortiquer l'actualité sportive nationale. Et au menu de cette émission, nous avons bien entendu du football, le sport roi, mais aussi également d'autres disciplines comme le basket et aussi des sports de combat. Et pour analyser, pour décortiquer, pour décrypter toute l'actualité, nous sommes en compagnie de deux invités. Déjà ici à ma gauche, il y a Djibril Diallo, ex-international burkinabé. Bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir pour nous d'être en votre compagnie. Un plaisir pour moi de retrouver le plateau de BF1. Après quelques semaines. Voilà, après quelques semaines de congé, bien sûr. Congé mérité, bien sûr. C'est un plaisir de vous recevoir. Et ici, à ma droite, vous avez Ismaël Saïdou Ganamé. Il est journaliste à Face au 7. Bonsoir, Ganamé. Bonsoir Arsène, bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices de BF1. Un petit congé aussi, hein? Ouais, un petit congé, hein? Mais un peu long quand même. Un peu long quand même, hein? Ouais. Mais bon, mérité. Merci Ouais, d'être de retour encore en notre compagnie. Et pour le public ce soir, c'est Somnata Football Club de Kaya. C'est un club de football féminin qui évolue en Ligue 3 burkinabé. Et avec les responsables, on va bien entendu au cours de l'émission pouvoir échanger pour faire davantage connaissance avec cette équipe qui est engagée en Ligue 3. Ce magazine, comme d'habitude, on va ouvrir avec du football, le sport roi, comme je le disais un peu plus tôt. On va parler du championnat d'Afrique des Nations. Et après l'échec face à la Tanzanie en match d'ouverture du championnat national, du championnat d'Afrique des Nations, le Burkina Faso ne devait surtout pas se rater pour sa deuxième sortie. Et c'est donc mission accomplie pour les étalons qui se sont imposés 4-2 face à la Centrafrique, une victoire qui permet d'envisager les prochaines sorties avec beaucoup plus de sérénité. Et après cette victoire, le sélectionneur national des étalons Aprim Issa Balbouné et quelques-uns de ses joueurs étaient au micro des journalistes. On les écoute et ensuite on revient pour décortiquer ensemble. Ce soir, il y a eu des garçons qui étaient vraiment déterminés. Comme je l'avais dit en conférence de presse d'avant-match, on avait obligation de résultats pour revenir dans la compétition. On a parlé entre nous et les enfants vraiment ont compris. Ils ont compris le message. Mais je suis satisfait de mes enfants, puisqu'il fallait gagner quelle qu'en soit la manière. Le jeu, ça va venir. Je promets que ça va venir, mais ce soir, il fallait gagner quelle qu'en soit la manière. Surtout, ce sont des jeunes. Et comme je les ai parlé beaucoup, ils ont compris que c'est une affaire de la nation. Pour une affaire de la nation, ce n'est pas simple. Donc il fallait vraiment, comme je viens de le dire, gagner quelle qu'en soit la manière. C'était bien, puisqu'il y a eu une victoire, mais tout n'était pas parfait. On va essayer de corriger nos lacunes pour le prochain match. Bon c'est des équipes qu'on n'a pas trop vu jouer. Bon, on va rentrer, on va essayer de voir avec les coachs et on va essayer de voir les failles et les forces aussi pour essayer de s'améliorer pour le prochain match. VDP. 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 Après 2 matchs, le bilan est donc d'une victoire et d'une défaite comme bilan pour les étalons Aprim du Burkina Faso à ce championnat d'Afrique des Nations. Et pour le 3e match du Burkina Faso, ce sera face à la Mauritanie pour le 13 août, donc dans 2 jours, ce sera à 17h GMT. Alors Ganamé, une victoire, une défaite, les étalons, on peut le dire, rectifient le tir après le match d'ouverture manqué face à la Tanzanie. Déjà, qu'est-ce que vous avez observé dans le jeu? Est-ce qu'il y a eu du changement par rapport au premier match, bien sûr? Dans le jeu, il y a eu de l'amélioration par rapport au premier match contre la Tanzanie, où j'ai envie de dire que c'était les étalons sont passés à côté carrément de leur sujet. Et sur le 2e match, on a vu une équipe beaucoup plus dynamique. Le mot revenait en conférence de presse du côté de Balbouné, de la détermination, de l'engagement. On a vu une équipe qui était engagée, qui avait surtout envie de gagner. Il le fallait nécessairement parce qu'après le premier match, si avec un autre résultat qui n'était pas une victoire, on allait se saborder un peu et les qualifications allaient être difficiles. Heureusement, on a gagné. Je retiens que Issa Balbouné, il a dû taper du poing sur la table, il a dû mettre un coup de pied dans la fourmilière parce qu'entre le premier match et le deuxième match, il y a eu jusqu'à 6 changements.
Dans le 11 de départ. Dans le 11 de départ, quand un entraîneur arrive à faire 6 changements entre 2 matchs, c'est que vraiment sur le premier match, il a été déçu par rapport déjà à certains joueurs et il a reconnu le fait que le système de jeu mis en place n'était pas le bon. Il y a un autre aspect également qui m'a beaucoup interpellé ce match, c'est le repositionnement de Eliezer Ouattara qui a joué d'abord sur le côté lors du premier match, qui n'était pas très à son aise. On sentait que ce n'était pas son poste de prédilection. Il a été repositionné au milieu. Donc tout ça a fait que lors du deuxième match contre cette équipe centrafricaine, on a vu beaucoup plus de cohérence. On a vu une équipe qui quand elle part au pressing, elle est beaucoup plus coordonnée. Contre la Tanzanie, par exemple, quand les Tanzaniens arrivaient à ressortir le ballon beaucoup plus facilement. Et ça a créé des espaces. Quand le premier rideau défensif est passé, le deuxième, il est également passé. Et à chaque fois, les vagues revenaient du côté tanzanien. Et n'eût été la présence de Ladji Sanu sur le premier match, on aurait pris 4-5 buts sur ce match, on n'aurait pas crié au scandale. Donc sur ce deuxième match-là, il fallait rectifier le tir à ce niveau. Et en termes de pressing, on a vu que les étalons ils étaient beaucoup plus appliqués. La preuve en est que le premier but, le deuxième but, pardon, le penalty qui a été provoqué par Nasser Ouattara est arrivé sur un pressing. Et le quatrième but également est arrivé sur un pressing. Donc ça veut dire que déjà, Issa Balboni a pris conscience des lacunes de son équipe et il a essayé de le travailler pour le match suivant. Mais l'un dans l'autre, également, ce qui est important, c'est qu'il a reconnu que tout n'a pas été parfait sur ce match. Les 2 buts encaissés. Le premier but, c'est un coup franc. Bon, l'exploit est permis pour le joueur centrafricain. Mais le deuxième but, par contre, ça dénote d'un manque de concentration sur le plan défensif. Et tout au long du match contre la Centrafrique, par moment, on a vu que c'était un peu difficile quand il s'agissait de défendre. Bon, ce que les entraîneurs appellent la défense en crise. Quand les Centrafricains sont en phase de transition et qu'il fallait se repositionner rapidement pour combler les espaces. Donc, il y avait beaucoup plus de difficultés dans ce domaine-là. Donc, c'est le point négatif, mais en termes d'efficacité, j'ai envie de dire que les étalons se sont retrouvés. 4 buts quand même, c'est pas rien. Et ça nous permet de nous projeter sur le prochain match qui va arriver bientôt. Voilà. En attendant, Djibril Diallo, comment vous avez vu ce deuxième match des étalons qui se solde par une victoire 4-2? Le deuxième match, les poulains, ils ont su rebondir. Hein, parce que vous savez qu'à chaque fois, les premiers matchs sont très très difficiles. Surtout quand vous jouez contre le pays organisateur. Avec un public comme ça, ce n'est pas donné à n'importe qui vraiment de tenir le bout. Donc ça fait qu'il y a eu des ratés. Bon, certes, ça fait partie aussi du football. Hein. Voilà, l'entraîneur a su corriger. Voilà, bon, c'est un entraîneur qui est expérimenté. Il sait ce qu'il doit faire au bon moment. Voilà, il a corrigé ses lacunes. Voici que ça nous a donné 4 buts. Nous avons marqué 4 buts. Nous avons encaissé 2 buts. Mais bon, encaisser aussi, il faut faire très très attention. Voilà, parce qu'il y aura des moments, si les attaquants n'arrivent pas à marquer, que nous n'encaissons pas aussi. C'est très très important. Mais s'il faut marquer et encaisser, sur le plan comptable, si on essaie de faire nos calculs, c'est sur ces 2 matchs-là, c'est 4 buts inscrits, 4 buts encaissés. Vous voyez, aussi. donc au compteur, ça veut dire nous avons combien? 0. Ah ouais, donc c'est pas fameux. Hein. Mais moi, je pense qu'en corrigeant le positionnement des uns et des autres, moi j'ai confiance à l'équipe. Il a fait un bon choix. Il sait comment il travaille. Il est en collaboration directe avec ses adjoints. Donc, je pense que la mayonnaise va prendre. C'est en train de prendre, mais pas tout à fait, mais ça va bien prendre. Parce que, bon, il y a l'honnêteté au sein de l'équipe. Il n'y a pas de souci. Moi, à mon avis, ils peuvent aller loin. Il faut qu'ils restent concentrés comme nous avons l'habitude de le dire. Justement, aller loin, ça passe forcément par la Mauritanie, qui est le match qui se joue dès mercredi déjà, à partir de 17h. Comment vous voyez ça? Non, mais moi, je pense qu'il faut s'engager sans réserve. Il faut jouer sans réserve, comme on l'a fait face à la Centrafrique. Voilà, parce que déjà, nous avons des goleadors qui arrivent à scorer à n'importe quel moment. Donc, il ne faut même pas avoir peur. Mais là, en ce moment, il faut faire très attention au niveau défensif. C'est ça qui peut nous sauver.
Parce qu'au niveau défensif, si en premier temps, les 15 premières minutes qui sont très très difficiles, les 15 dernières minutes qui sont très très difficiles, si nous arrivons à nous concentrer, nous allons prendre les 3 points sans problème. Ça, je suis confiant que ce match contre la Mauritanie, ben, nos VDP sportifs, qu'est-ce que nous voulons? C'est la victoire ou rien, c'est pour faire plaisir au public. Et je pense qu'ils sont capables. Vraiment. Ganame, la Tanzanie, pardon, la Mauritanie, j'ai envie de dire, c'est un adversaire beaucoup plus costaud que la Centrafrique. C'est du niveau de la Tanzanie, j'ai envie de dire. Parce que les deux équipes, Tanzanie et Mauritanie, elles ont la particularité que c'est quasiment l'équipe A qui se retrouve avec l'équipe A'. Avec l'équipe A'. Donc, c'est des équipes qui ont des niveaux de jeu assez élevés. Mais l'un dans l'autre, j'ai envie de dire que chez les étalons, le problème chez nous, c'est que ce n'est pas un problème de qualité. Parce que la qualité, quand on regarde les joueurs pris individuellement, il y a de la qualité dans cette équipe. C'est de bons joueurs de ballon, c'est des joueurs qui sont fins. Techniquement, le problème, c'est de faire en sorte que ces individualités-là puissent servir au collectif. C'est le défi premier de Issa Balboné dans cette compétition. Je pense que si on arrive à trouver de la cohérence dans le jeu, on l'a vu contre la Centrafrique par moment, ça n'a pas duré sur 90 minutes, on l'a vu par moment, mais si on arrive à reproduire un match, bon, le match parfait n'existe pas, mais un match à une moyenne de 8 ou 9 sur 10, hein, je pense que face à la Mauritanie, ça peut passer. Maintenant, le seul hic que j'ai par rapport à cette équipe-là, c'est au niveau des latéraux. Déjà, sur les 2 matchs, il a changé à 2 fois ses latéraux, Adali Soigné et Moumoun Diallo. Il a dû repositionner Khalifa Ninkiema, latéral gauche, qui n'est pas un latéral gauche, qui est un milieu de terrain, un numéro 8 relayeur. Donc, le problème se situe à ce niveau. Mais malgré tout, ça n'a pas résolu les errances défensives qu'on a vues contre la Tanzanie. Donc, à ce niveau, en tout cas, j'ai une petite appréhension parce que le football d'aujourd'hui, c'est vrai que on attaque sur tous les flancs, mais les côtés jouent un rôle assez important quand même sur la stabilité défensive de l'équipe. Le fait qu'il n'ait pas encore trouvé les latéraux pour pouvoir jouer à ces 2 postes me reste un peu sceptique et dubitatif. Mais l'un dans l'autre, j'ai envie de dire sur le milieu de terrain qui a été l'un des insatisfactions lors du premier match. Par contre, la Tanzanie, par contre, ça a été beaucoup plus solide. Je pense que le fait de remettre Abdoulaye Touré au milieu de terrain et de repositionner Eliezer Ouattara à son poste de prédilection, ça a apporté beaucoup plus de stabilité à cette équipe-là. Et Nasser Ouattara également, il faut le reconnaître, c'est un buteur. Quand il a les ballons, il sait les mettre au fond et surtout, il n'est pas avare dans les efforts. Il est impliqué sur les 3 buts des étalons. Donc, ce sont des forces sur lesquelles il va falloir se tabler et surtout arriver à compenser les lacunes, surtout sur les côtés, j'ai envie de dire, face à la Mauritanie. En campagne africaine, les clubs représentant le Burkina Faso connaissent leurs adversaires pour les compétitions continentales 2025-2026. En Ligue des champions CAF, Raimo FC, vainqueur du championnat national de la Coupe du Faso, entrera en lice face à l'AS Manga Sport du Gabon. Et ce sera l'occasion pour le club des académiciens de pouvoir, s'ils le souhaitent et s'ils le veulent surtout, avec la détermination, atteindre les phases de poule. Et en Coupe de la Confédération, CAF, l'Union sportive des forces armées croisera le fer contre le club togolais de l'AS Boloé sous des lacs. Une double confrontation qui s'annonce explosive avec un match aller entre le 19 et le 21 septembre et le retour entre le 26 et le 28 septembre. Et en cas de victoire, l'USFA affrontera le vainqueur du choc entre Abia Warriors du Nigeria et le Joliba AC du Mali. Djibril Ouattara, déjà... Diallo, s'il vous plaît. J'ai tout de suite pensé à Djibril Diallo. Oui. Déjà, comment vous voyez les 2 prochains adversaires de l'Union sportive des forces armées et aussi du Raimo FC en Ligue des champions et en Coupe CAF? Ce que je peux les souhaiter, que vraiment ils doublent d'efforts pour nous ramener ces victoires, pour que nous puissions vraiment jubiler ensemble pas pour une première fois, mais pour un début, peut-être sur le changement aussi, voilà, parce que ça faisait sur quand le même stade, assez longtemps. voilà, au stade du 4 août. Bon, je pense que
sincèrement, pour l'USFA, je ne les ai pas bien suivis. Mais je pense que pour le Raimo, qui a un peu renforcé l'équipe, Raimo avait vraiment une très très bonne effectif avec ce qu'ils ont parcouru pendant le championnat et la Coupe du Faso. Vous avez bien suivi hein, quand vous étiez au stade, surtout pendant la fin du championnat, au moment où les autres traînaient les madres pour pouvoir tenir les matchs nuls, Raimo allait à 100 à l'heure pour la victoire. On continue. Ouais, Raimo accélérait à 100 à l'heure pour aller gagner leur match. Donc vous voyez, bon, je me dis que Raimo, franchement, ils sont bien lancés pour une bonne marche. Eux, ce que nous pouvons souhaiter à l'histoire aussi, parce que là-bas, ils sont passés par des dents de scie avec le départ de leur entraîneur qui était venu faire un bon travail au début. Bon, qui a eu des malaises, problèmes de santé qui est reparti, son adjoint qui a pris l'équipe qui n'a pas su gérer. Bon, selon les dirigeants, il a été remplacé par Amadou Sampo qui est venu, qui a pu maintenir quelque chose aussi. Donc, vous voyez, quand il y a des changements comme ça dans une équipe, ce n'est pas vraiment facile. Donc, si peut-être Mongué était resté avec l'USFA, tout le monde pensait que l'USFA devait jouer le titre, hein, avec la façon qu'ils se sont préparés. Après son départ, vous voyez ce que ça a fait. Voilà. Bon, donc, je me dis quand même, bon, je n'ai pas bien suivi leur préparation, mais hein, ce que je peux les souhaiter, qu'ils restent concentrés pour nous ramener des victoires par la bonne manière. D'accord. Gadamé, des adversaires à porter où il faut faire très attention parce que c'est des adversaires qu'on ne connaît pas trop. Non, pour Raimo, ce n'est pas un adversaire à sa portée parce que le Manga Sport du Gabon a terminé la saison invaincue. C'est 0 défaite hein, sur l'ensemble de la saison. J'ai un peu vérifié sur les derniers résultats du championnat. Donc, quand une équipe arrive à terminer tout un championnat sans perdre, ça veut dire qu'il y a de la qualité quand même. Donc, ce n'est pas un adversaire à prendre à la légère. Mais l'un dans l'autre, j'ai envie de dire qu'on peut s'établir quand même sur les qualités de Raimo. Parce que sur la dernière saison, ça a été, j'ai envie de dire, l'une des équipes, quand on les regardait jouer, on s'ennuyait très rarement. Donc, en termes de jeu, en termes de qualité individuelle et de qualité collective, il y a quelque chose dans cette équipe. Maintenant, le hic, c'est que cette équipe, elle a changé d'entraîneur en temps. Mouril Joya est parti et c'est Djamil Benoaï qui est arrivé. Certes, qui a été entouré par des anciens de l'équipe pour apporter de l'expérience et du vécu du championnat. Mais je pense que ce changement arrive, j'ai envie de dire, à un mauvais moment parce qu'avec la dynamique qui avait été enclenchée par Mouril Joya et le style de jeu, le cadre, la cohérence qu'il avait trouvé avec cette équipe-là, j'avais envie de le voir quand même aller en campagne africaine avec cette équipe parce qu'à l'époque, quand le championnat terminait, j'avais dit si Raimo arrivait à garder le noyau dur de son équipe et l'entraîneur avec, ça, je pensais que Salitas on allait avoir les successeurs de Salitas enfin. Mais malheureusement, Moya Joya est parti et Djamil Benoaï est arrivé. Et l'autre aspect également qui me titille un peu, c'est le fait qu'il y a deux éléments clés hein, de Raimo qui sont en test actuellement du côté de Salzbourg. Trois. Il y a So, il y a Kobana Ouattara et Ali Badra Baro. Les deux sont les deux milieux de terrain hein, de l'équipe et l'autre c'est la terminée meilleur buteur de l'équipe. Donc en termes de perte, je vois, en termes de qualité, ces joueurs ne sont pas... Les remplacer, c'est quand même assez difficile. C'est assez difficile de les remplacer. C'est vrai que Raimo a fait un mercato qui est assez intéressant à mon avis, hein, avec les arrivées de Fofana et surtout de Chaban Kamara, qui était à l'époque considéré comme l'un des meilleurs jeunes joueurs milieu de terrain du championnat qui arrive de Vitesse. Ça peut, qualitativement, je pense que ça a les mêmes similitudes que Badra Ali Baro, mais le problème c'est qu'il y a, entre son arrivée et le premier match contre Manga Sport, il ne se passe pas beaucoup de temps en termes d'acclimatation, en termes d'intégration, ça risque d'être beaucoup plus compliqué. Mais l'un dans l'autre, j'ai envie d'être optimiste pour Raimo et me dire que quand même,
cette équipe-là, elle a les armes hein, pour pouvoir rivaliser contre Manga Sport, même si une équipe invaincue sur toute la saison. Bon, mais même si c'est invaincu, les stats sont pareils. Manga Sport a terminé avec 49 buts marqués, meilleure attaque de son championnat, et Raimo ici c'est 46, donc il y a une différence de 3 buts. Donc offensivement, les forces se valent. Donc pour Raimo... Et l'USFA maintenant. Pour l'USFA, ce que je regrette pour Raimo, je le vois comme un avantage pour l'USFA, parce que du côté de l'USFA, il n'y a pas eu de changement d'entraîneur et l'équipe s'est très bien renforcée. Parce que l'année dernière, quand on regardait les matchs de l'USFA, on sentait qu'il manquait de créativité au milieu du terrain. Il manquait un 6 robuste qui puisse récupérer les ballons. C'est ce que l'USFA a fait avec l'arrivée de Franck Emetologo qui est au Chan avec les étalons. Il manquait de la créativité. Iliasa Ouattara, qui a terminé homme du match contre la Centrafrique, va jouer avec l'USFA. Donc, dans la construction de l'équipe pour la nouvelle saison, je pense que les dirigeants ont pensé surtout aux faiblesses de l'équipe. Et ces faiblesses-là ont été compensées. Il n'y a qu'une seule faiblesse qui n'a pas encore été compensée, le poste de buteur. Jusque-là, le numéro 9, tant attendu, n'est pas encore arrivé. Hein. Il y a une pensé aussi avec un gardien. Hein. Oui, un gardien qui arrive du Racing Club d'Abidjan, c'est vrai. Ouedraogo, Farid, non, je pense. Loukman Ouedraogo. Donc, lui également. Mais le poste de gardien ne m'inquiétait pas trop par rapport au milieu de terrain et au front de l'attaque. Yves Koutiama, c'est un joueur qui a beaucoup d'expérience, mais qui n'est pas assez efficace à mon goût. Donc, c'est ces aspects-là. Mais à leur niveau, ils ont Sampo, qui a une expérience au niveau national, qui a une expérience au niveau international. Donc, ce genre de match-là, je pense qu'il a les capacités de les appréhender et il sait comment les jouer. Donc, eux, à leur niveau, ça peut passer également. Bon, je ne veux pas paraître super optimiste, mais quand même, contre une équipe du Togo, ça doit pouvoir passer. On ne va pas être super optimiste, on va leur souhaiter bonne chance. Voilà, bonne chance. Et puis, on ne va pas sous-estimer l'adversaire, on ne va pas surestimer aussi nos représentants à cette compétition. Derrière chaque exploit sportif, il y a des heures et du travail invisible, repas calculés au gramme près, séances solitaires et sacrifices personnels. Plongeons ensemble dans ce reportage pour découvrir comment et pourquoi la discipline fait toute la différence pour un sportif. Et c'est avec Archimède Boy. Un talent sportif est un sujet qui présente des aptitudes généralement très supérieures à la moyenne. Les critères de détection des jeunes sportifs talentueux englobent des aspects physiques, techniques, tactiques, psychologiques et sociaux. Mais il ne suffit pas de réunir toutes ces conditions pour devenir un grand champion. Il faut avoir de la discipline en dehors des terrains. Et l'indiscipline sportive, c'est quelque chose que tu dois te sacrifier de beaucoup de choses durant toute ta carrière. Dormir tôt, il ne faut pas aller beaucoup en boîte. Voilà, aussi que tu dois faire les entraînements individuels. Le boxeur, comme tout sportif, doit contrôler son alimentation. C'est ainsi, comme lui, il a le problème de poids à gérer. Il ne peut pas se permettre de manger n'importe comment. Parce qu'en temps normal, on ne peut pas lui dire de faire le poids. Mais quand il a un combat en vue 2 mois avant, il faut qu'il commence à suivre le régime et pour arriver sans souffrir et faire sa catégorie. Les boxeurs qui ont des problèmes dans leur catégorie, s'ils doivent manger du poulet, il faut qu'ils enlèvent la peau. Le pain, il faut qu'ils enlèvent la mie à l'intérieur. Éviter les matières très grasses. L'histoire récente du football international montre des exemples de réussite ou d'échec liés à la discipline sportive. Lionel Messi et Cristiano, ce n'est pas les joueurs quand on va dire qu'ils sont parfaits dans la discipline avec ses coéquipiers, et ni avec les arbitres, ni avec... tout le monde le sait, qu'ils se reposent assez, qu'ils ont les entraînements supplémentaires, que leur nourriture est contrôlée, que leur hygiène de vie est très propre. Vous prenez 2 autres joueurs, peut-être plus talentueux que les 2, c'est-à-dire Neymar et Ronaldinho. Et vous allez voir les disciplines vraiment sportives à vous-même que vous refusez de faire ce que ça vous amène. Avoir une vie sportive est d'autant plus difficile qu'elle n'est pas sanctionnable par les directeurs de jeu.
Selon Bourema Maïga, l'échec de certains footballeurs burkinabés serait lié à ce manque de sacrifice. Tous les jours, on dit à nos enfants, oui, il ne faut pas répondre à l'entraîneur, oui, il ne faut pas toucher à ton coéquipier, oui, il ne faut pas parler à l'arbitre. Mais tout ça, on peut sanctionner. Ça, ce n'est pas le vrai indiscipline du football. Le vrai indiscipline, c'est que vous-même, réellement, que vous devez sacrifier pour devenir un très grand joueur, que vous refusez de le faire. Vous parlez de nos joueurs, les gens prennent mal. Pourtant, c'est eux qui devaient donner l'exemple. C'est eux qui devaient donner l'exemple à la jeunesse, pour dire que vraiment, on prend un exemple sur 7, mais c'est là parce que s'il avait bien fait, il allait se retrouver peut-être ballon d'or. Selon Mohamed Ali, ancien champion du monde de boxe, on ne devient pas champion dans un gymnase. On devient champion grâce à ce qu'on ressent, un désir, un rêve, une vision. VDP 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 Dramé, j'ai bien envie de vous entendre sur, après ce reportage, sur à quel point la discipline aujourd'hui est importante pour un sportif, hein, tout sport confondu, qui a envie de réussir. Parce qu'on a vu tellement de talents ne pas dépasser même le premier étage, ou disons rester au rez-de-chaussée. La discipline, c'est la clé. J'ai envie de dire, la discipline, c'est tout. C'est même pas dans le domaine du sport, dans la vie de façon générale, la discipline, j'ai envie de dire que c'est la base de tout réussite. Mais pour recentrer au niveau du sport, il y a une phrase qui me revient en tête lorsque vous me posez la question. C'est un grand champion, comparaison n'est pas raison, c'est LeBron James. Je pense que c'était en 2018-2019, après une finale NBA, on lui a demandé, mais à l'époque il avait 34-35 ans, on lui a demandé comment est-ce que vous faites pour être aussi performant à votre âge. Il a répondu par une question, je dors. Le sommeil. Il y a des sportifs qui ne dorment pas assez. Alors que c'est reconnu que pour un sportif, le sommeil, c'est réparateur, c'est récupérateur. Il faut s'imposer cette discipline-là pour pouvoir avoir tes 8 heures de sommeil nécessaires par nuit pour pouvoir récupérer après des efforts. Si tu es sportif, après les efforts, tu veux t'adonner à d'autres hobbies, pas catholiques, j'ai envie de dire que ça ne marche pas. Parce que pour le sportif, c'est quoi? Déjà, c'est s'entraîner. Mais au-delà de l'entraînement collectif, il y a un travail individuel qui doit être fait. Maïga l'a rappelé dans l'élément. Si j'ai envie de dire Cristiano est Cristiano, aussi Messi est Messi, c'est vrai qu'il y a le talent intrinsèque qui est là, mais ce n'est pas... Mais peut-être on a peut-être vu des talents aussi grands qu'eux, mais qui n'ont pas forcément atteint aussi ce même niveau-là. C'est dire à quel point... Le super talent qui n'a pas réussi à qui, je pense, c'est Ben Arfa, par exemple. Ouais. Tout le monde a tendance à dire que Ben Arfa, c'était l'un des joueurs qui se rapprochait le plus de Lionel Messi en termes de qualité, mais il n'a même pas eu les 1/10 de la carrière de Lionel Messi. Pourquoi? C'est l'indiscipline. Là, c'est l'indiscipline envers ses entraîneurs, l'indiscipline envers ses coéquipiers et l'indiscipline même envers soi-même. Le sacrifice que tu dois t'infliger pour pouvoir te mettre au niveau du super joueur, du sportif de haut niveau, tu ne le fais pas. Mais rentrons ici, par exemple, dans notre face au foot, quand même, il y a des joueurs qui ont un comportement qui n'est pas catholique. Des joueurs qui jouent un match le lendemain. C'est vrai qu'ici, on n'a pas les capacités de mettre au vert les joueurs les veilles des matchs. L'entraîneur estime qu'il peut faire confiance à un joueur et le donner quartier libre et le retrouver demain en forme. Ce joueur-là, à 21h, 22h ou 23h, il se retrouve dans des endroits qui ne sont pas convenables pour un joueur à la veille d'un match. Donc, à ce moment, si déjà à la veille de match, tu n'es pas capable de te reposer pour pouvoir te projeter sur le match le lendemain, ce n'est pas le sacrifice que tu dois faire pendant les entraînements et après les entraînements que tu vas le faire pour pouvoir arriver au haut niveau. C'est là la difficulté. Déjà, c'est avoir cette mentalité de se dire que pour arriver au top niveau, il y a un sacrifice à faire. Je ne dois pas boire n'importe quoi, je ne dois pas manger n'importe quoi, je ne dois pas sortir n'importe quoi. Il y a un terme qui est devenu célèbre. Nos joueurs sont beaucoup plus sur TikTok
que sur les terrains. Merci beaucoup, Ganamé, pour cette révélation. Djibou Diallo, vous, Ganamé l'a dit, les joueurs sont parfois beaucoup plus sur TikTok que sur les terrains. Vous, qui êtes un ex-international, je crois que vous êtes encore mieux placé pour nous dire à quel point être discipliné pour un joueur aujourd'hui, c'est important. Vous voyez, en fait, la vie d'un sportif commence par l'environnement. L'environnement et l'entourage, l'encadrement et les dirigeants. D'accord. Ça veut dire quand ceux qui sont face à toi, s'ils ne sont pas exemplaires, c'est très très difficile. Pour un sportif qui sait qu'il se prépare pour faire vraiment carrière dans ce qu'il cherche, il saura aménager tout ça. Parce que l'indiscipline, il faut se respecter soi-même d'abord. Ça commence par là. Voilà, par soi-même. Mais il y a l'hygiène de vie, l'hygiène alimentaire, l'hygiène corporelle. Ça veut dire tout ce que tu fais là, s'il n'y a pas l'hygiène dedans là, ça veut dire on sent en toi, peut-être que tu prends la chose, tu ne donnes pas de l'importance à ce que tu fais. Alors que quand tu ne donnes pas de l'importance à ce que tu fais, il n'y a pas la concentration. Quand les gens parlent de l'indiscipline, de la discipline aujourd'hui, de l'indiscipline dans beaucoup de milieux, ils font référence à quel corps? L'armée. Mais dans l'armée, si tu n'es pas discipliné, tu ne peux pas faire carrière. C'est difficile. C'est très très difficile. Donc un sportif qui n'est pas discipliné, c'est très très difficile que tu puisses progresser. Mais quand vous parlez des techniciens, ceux qui sont nés, qui naissent techniciens là, généralement, ils sont indisciplinés. Parce qu'ils se disent qu'ils ont une qualité que leur entraîneur même ne peut même pas les apprendre. Alors que chercher quelqu'un d'autre qui cherche à évoluer, il sait comment se préparer. Lui, à chaque fois, il va chercher, il va à l'écoute. Alors qu'un fin technicien qui vient et dit, bon, moi je connais plus que l'entraîneur, je connais plus que l'entraîneur, tu vas aller où? Ton papa même qui t'a mis au monde, si toi tu connais déjà plus que lui, déjà tu vas échouer. Et c'est ça le véritable problème chez nos sportifs. L'hygiène alimentaire, corporelle et vestimentaire. Il faut de l'hygiène partout. Il faut de l'hygiène partout. Parce qu'un sportif, tout de suite, quand les gens parlent que ouais, nous avons des sportifs, des footballeurs, chaque fois c'est des footballeurs qui ne dorment pas assez, qui ne mangent pas bien, qui ne se reposent pas bien. Mais s'ils n'ont pas été éduqués dans ça, comment ils vont le faire? C'est ça, il dit, tout va dans l'environnement. Tout va dans l'environnement. L'environnement là est très très important. Même si vous prenez un sportif tout de suite là, supposons quelqu'un qui joue à Bobo. Nous avons eu des exemples comme ça, hein, des sportifs bobolais. On sait qu'à Bobo, bon, c'est la base du sport, hein, voilà. Mais quand les sportifs quittent à Bobo pour venir à Ouara, il y a une grande différence. Nous avons vu des exemples. Ceux qui ont quitté Bobo pour venir par un jeu à l'EFO, au terrain du lycée Zenda, où les supporters sont à 2 mètres, hein, des acteurs. Mais quand ça crie comme ça, c'est pas de l'amusement. Mais à Bobo, vous voyez que façon que la vie est là-bas. C'est la famille. Mais tu dors, tu te réveilles à 10h, 11h. Tu vas chez les voisins, tu vas trouver la bouillie qui est posée dans un seau comme ça. Tu bois et puis tu sors, tu vas. Vous êtes assis devant, vous prenez le thé. Allez, à midi, vous rentrez dans la cour, vous mangez, tout ça. Mais en fait, quand il n'y a pas l'exemple dans quelque chose, comment on peut avoir la discipline? 30 secondes. Oui, tout à fait. Non, j'ai envie de dire, dans l'évolution d'un footballeur, hein, c'est connu pour les champions. Un entraînement de football, ou dans peu importe les disciplines, ça dure tout au plus 2 heures. Et qu'est-ce qu'on dit? Si l'entraînement dure 2 heures, tu dois faire 2 heures supplémentaires. Il y a des joueurs, il y a des sportifs qui viennent peut-être même 1 heure à l'avance, avant le début de l'entraînement, et ils repartent 1 heure après. Pourquoi? Parce qu'il y a ce travail supplémentaire là qui a besoin d'être fait pour maintenir le niveau
le niveau supérieur qui te permettra de passer des paliers et de devenir un très très grand joueur. Ce que je veux dire en plus, ça va paraître, j'ai envie de dire, égocentrique, mais quand vous êtes un footballeur et que vous aspirez à devenir grand, à un certain moment, j'ai envie de dire qu'il y a dans votre entourage, il y a des gens avec qui qu'il va falloir laisser de côté. Il y a des gens qui vous tirent vers le haut. Si tu es un sportif et que tu dois dormir à 21h ou 22h et tu as un ami qui t'appelle à 22h, retrouve-moi de l'autre côté, mon cher, tu dois te séparer de ce type-là parce qu'il ne veut pas ton bien. D'accord. Après sa rénovation tant attendue, le stade du 4 août s'apprête à retrouver l'animation des grands rendez-vous, mais pas pour tous les rendez-vous. Bien sûr, l'enceinte ne sera pas ouverte aux compétitions locales. Elle accueillera uniquement les matchs internationaux, c'est ce qui a été dit. Et c'est une décision qui vise à préserver l'infrastructure pour qu'elle continue de répondre aux normes de la CAF et de la FIFA. Archimède Boy nous donne plus de détails sur cette décision. Fermé depuis octobre 2021 pour rénovation suite à sa suspension par les instances internationales, le stade du 4 août a été entièrement relooké. C'est une infrastructure homologuée qui est désormais à la disposition du monde sportif burkinabé. Les travaux réalisés ont permis la rénovation des structures existantes, l'aménagement des zones de circulation, la construction d'ouvrages annexes comportant 3 blocs d'infirmerie, des sanitaires, des vestiaires, des salles VIP, VVIP, une cafétéria ainsi que l'installation d'équipements techniques ultramodernes, des projecteurs d'éclairage de 1800 lux, des lampes LED pour l'éclairage public, un système de vidéosurveillance intérieur et extérieur composé de 135 caméras et un réseau informatique performant. Mais l'homologation n'est pas un acquis permanent. Pour éviter les surprises désagréables, le stade du 4 août ne sera pas ouvert pour toutes les compétitions. Nous privilégions l'utilisation du stade pour les compétitions internationales. Si nous faisons le maximum de compétitions nationales et que le lendemain on a une compétition nationale et que les commissaires de match estiment que le stade n'est pas aux normes, l'homologation est évidemment systématiquement retirée. Toutefois, les compétitions nationales se feront au cas par cas. Peut-être pas s'attendre à une exploitation comme à l'habitude du stade du 4 août. Parce que c'est le seul stade homologué du Burkina pour le moment et nous tenons à garder cette homologation fièrement. La pelouse du stade est classée parmi les meilleures du continent par les techniciens. Son entretien sera sans doute le plus gros défi de la structure chargée de sa gestion. Même la CAF a reconnu que nous avons l'une des meilleures pelouses de l'Afrique. Et nous avons opté pour ça, pour avoir réellement quelque chose de grandiose. Et ce gazon que vous voyez, c'est un gazon à paramètres très très rigoureux qu'il faut suivre. Vous le lâchez 2 jours, 3 jours seulement et le gazon commence à vous montrer un autre signe. Tout ce qui peut abîmer systématiquement le gazon sera à éviter au maximum. Ce n'est pas du gazon naturel. Autrement, le lendemain d'un concert, s'il y a un match malgré le nettoyage, ça veut dire que les herbes se sont, après le gazon herbe, se sont arrachées. Voilà. Mais nous n'excluons pas. L'autorité jugera de quel ou tel événement puisse se tenir. Le stade du 4 août rénové va accueillir son premier match international le 9 septembre prochain. Les étalons vont affronter les pharaons d'Égypte dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. VDP. 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 Alors le club qui nous accompagne ce soir, on va faire davantage connaissance avec Somnata Football Club de Kaya. Et on va passer le micro à Loukman Kompaori qui est le coach. Bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Déjà, est-ce que vous pouvez nous présenter le club pour qu'on puisse en faire davantage connaissance, pour que le public puisse mieux le connaître? Somnata Football Club féminine de Kaya. C'est un club qui évolue en 3e division. Elle est basée à Ouagadougou. Je peux dire que c'est notre toute première participation au championnat national.
Elle a été créée en 2022 par la présidente Mariamou Ouedraogo. D'accord, donc un club a créé récemment, donc on peut le dire. Alors déjà, vous êtes en Ligue 3, comment ça se passe là-bas? Quels sont les résultats obtenus dernièrement? Bon, en Ligue 3, je peux dire que pour la toute première participation, c'est déjà pas mal, parce que les filles en question sont à la découverte du championnat. Nous sommes classés en 4e position. Sur combien? Sur 8. D'accord. Sur 8, voilà, nous sommes classés en 4e position. Et bon, nous sommes à 2 journées de la fin du championnat. Et bon, on espère en tout cas qu'on pourra vraiment se rattraper. D'accord. L'objectif, c'est quoi? Peut-être vous vous projetez déjà pour la saison prochaine? Bon, pour l'objectif cette année, bon, au cas où vraiment les matchs de barrage vont se jouer, parce qu'actuellement, nous savons d'office les équipes qui sont promues en 2e division. Puisque pour cette année, il y a 3 équipes qui doivent monter en 2e division. Et nous sommes à 7 points du 3e. Pourtant, il reste 6 points à prendre. Donc, bon, dans les coulisses, on attend, mais ce n'est pas sûr. Mais on attend en tout cas. D'accord. On vous souhaite donc bonne chance pour la suite. Merci. Et on passe le micro à Norbert Kabouré, qui est le président du comité d'organisation d'une compétition qui est le Maracana Look Sport. C'est une compétition de football féminin, c'est bien ça? D'accord, vous pouvez nous présenter la compétition, quelle édition déjà, quelles sont les équipes attendues? Bon, il faut dire que le Maracana Look Sport féminin, c'est la première édition. Donc nous sommes à notre première édition et 10 équipes féminines sont attendues. Et ça va se jouer au terrain de Parlayiri. D'accord, à partir de quand? À partir du 23 au 24, c'est-à-dire 2 journées pour jouer la finale. Ok. Peut-être un message pour le public? Bon, le message que j'ai adressé au public, c'est de sortir massivement pour accompagner le football féminin. Parce que qui dit femme, on ne s'attend pas à ce qu'une femme joue au football. Donc si une femme arrive à pousser le ballon, vraiment il faut l'encourager. Et vraiment, c'est de bonne guerre. D'accord. Merci beaucoup à vous. Et si le stade du 4 août n'accueillera que les compétitions internationales, le futur stade de Bodjulasso va lui peut-être s'ouvrir au football local. Le Bureau national des grands projets qui pilote le dossier a conduit une délégation de journalistes sur le site et cette visite terrain a permis d'apprécier l'état d'avancement des travaux de cette enceinte de 15 000 places. On fait davantage connaissance avec cette infrastructure en construction, c'est avec Abdou Aziz Sari. Dans la région des Hauts-Bassins, les traces de l'initiative présidentielle pour la relève sportive sont de plus en plus visibles avec la sortie de terre du nouveau stade de Bobo-Dioulasso. Le chantier avance bien, les fondations sont achevées, les structures métalliques en cours de montage et le positionnement des gradins préfabriqués est déjà engagé. Ici, on estime à plus de 44% le taux d'exécution des travaux. Bon, après le montage des poteaux, je crois, nous serons en phase de la pose des gradins. Voilà, la position se fait ici. Donc on va entamer ça. Et ensuite, ce sera une partie, on va daller, il y aura le dallage. Après, on commencera la construction proprement dite du stade avec les briques et tout. À terme, ce stade de 15 000 places sera l'un des plus beaux d'Afrique, rassure l'entreprise chargée des travaux. Ça répond aux normes internationales, que ce soit catégorie 3, la CAF et tout ça viendront pour homologuer. Certainement, ce sera fait, parce qu'on va respecter tout ce qu'ils ont donné comme directive. Et donc, je crois que la population burkinabé sera fière de ce stade, parce que ce sera vraiment un stade complet, avec une toiture pour les supporters. Et donc, je crois que ça sera vraiment formidable. Le chantier de construction du nouveau stade de Bobo-Dioulasso est prévu s'exécuter dans un délai de 12 mois, hors saison des pluies. VDP, la patrie ou la mort nous vaincra. VDP, la patrie ou la mort nous vaincra. VDP, la patrie ou la mort nous vaincra. Djibril Diallo, très rapidement, hein, vous voulez peut-être réagir sur la situation de ce stade à Bobo-Dioulasso qui va quand même, qui est une ville quand même qui mérite d'avoir une enceinte
vraiment de niveau international? Ah ben, vraiment, il le fallait. Il fallait, bon, je pense que le premier responsable du pays a bien suivi les choses, bon, qu'il arrive à s'exécuter. Ceux qui sont devant aussi pour diriger les travaux, qui se mettent au sérieux, qui soient concentrés pour la bonne marche. Sinon, vraiment, ça nous a mis beaucoup en retard, ça nous a amené à enregistrer beaucoup de défaites. Si on avait des stades homologués, là où nous sommes aujourd'hui, on n'allait pas créer vraiment à beaucoup de choses. Hein. Voilà, on allait vraiment se positionner pour le mondial. Donc vraiment, je pense que à ce rythme-là, là où le premier responsable du pays a l'œil sur ces infrastructures, je pense que bon, les gens ne vont pas s'amuser. Ah, de toute façon, bon, ceux qui sont devant, s'ils s'amusent seulement, ils savent ce qui va suivre. Hein. Voilà. Bon, d'accord, du coup, Diallo, voilà, je pense qu'ils sont obligés de se concentrer. Et ce que nous allons les demander de se concentrer, nous allons prier pour eux aussi. Ils vont se concentrer, voilà. On va les aider aussi à se concentrer. Voilà. J'ai envie de dire, Gadamé, j'ai envie de dire et de 2, hein, bientôt. Ah oui, on passe de 0 à 2. Hein. Ah ouais. Vous voyez le bon, au lieu de un bon, on fait 2 bons. Voilà, en l'espace de, j'ai envie de dire, courant 2026. Si les prévisions sont tenues, en principe, on va passer de 0 stade homologué à 2 stades homologués. Hein? Donc, avec la prévision d'avoir un deuxième stade à Ouagadougou. On entend aussi parler d'un stade à Koudougou. Voilà, à Ouaga. Et il y a la rénovation qui va venir du stade de Zignaré. Donc, vous savez, les prévisions sont bonnes, les perspectives sont positives. Donc, en tant que déjà fan de football et observateur, c'est que du bonheur pour nous. On est content. C'est tout bénef. C'est tout bénef, tout à fait. Un stade de 15 000 places dans la ville économique, ça ne ferait que du bien et ça redonnera, j'en suis sûr, un coup de boost au sport dans cette zone. D'accord. Dans le cadre de la préparation de la 32e édition de la Coupe du Faso, l'AJSB, l'Association des journalistes sportifs du Burkina, était en déplacement du côté de Bobo-Dioulasso avec au menu des visites à des autorités coutumières et administratives. C'est surtout Justin Dabiré qui nous fait le point. La visite des premiers responsables de l'AJSB, l'association sportive des journalistes du Burkina Faso, débute chez le chef du canton de Bobo-Dioulasso. Une visite qui s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la 32e édition de la Supercoupe AJSB. Nous sommes venus ce matin en tout cas annoncer la date et les préparatifs pour dérouler cette Supercoupe AJSB. En tout cas, on compte encore sur eux et sur leur sens de l'hospitalité pour accueillir l'ensemble en tout cas des délégations qui vont venir ici à Bobo-Dioulasso à partir du 12 septembre. La délégation de l'AJSB a été également reçue par le secrétaire général du gouvernorat de la région des Hauts-Bassins, le président de la délégation spéciale de la commune de Bobo-Dioulasso, ainsi que le PDG du groupe Sobucop. Ces rencontres ont permis à l'AJSB de poser des bases solides pour l'organisation réussie de la Supercoupe AJSB. Bien évidemment, ça commence à être une activité patrimoniale pour Bobo-Dioulasso. Et donc la commune, comme pour nous, tous les responsables qui se sont succédés ici, s'engagent à accompagner la tenue et le succès de cette activité qui va réunir les 2 meilleures équipes de notre championnat national. Et donc nous espérons que ce sera 2-3 jours de fête et avec quasiment tout le gotha sportif du football burkinabé ici même à Bobo chez eux. Et Ballontan Fleur, avec la cohésion sociale et vivre ensemble. Bon, c'est son premier mandat aussi. On a besoin qu'un conseil en tant qu'une personne ressource à Bobo-Dioulasso. Bon, franchement, on allait dire à Kosovo. Partenaire clé de l'organisation, la Ligue régionale de football des Hauts-Bassins a elle aussi reçu la délégation de l'AJSB. Hôte traditionnel de la Supercoupe AJSB, la Ligue des Hauts-Bassins a réaffirmé son engagement à accompagner l'événement en mettant tout en œuvre pour garantir une organisation réussie. Pour cette édition, nous souhaitons qu'elle soit meilleure par rapport aux éditions précédentes. Donc nous suggérons qu'on puisse effectivement mettre le comité d'organisation en place afin qu'on puisse voir ensemble, en tout cas, comment réussir l'organisation pour que, en tout cas, cette édition soit meilleure. Nous avons pu voir d'autres partenaires stratégiques
qui vont entrer en ligne de compte dans l'organisation de la Super Coupe, que ce soit la Ligue des hauts bassins, que ce soit en tout cas tous les partenaires qui nous accompagnent dans la réalisation de l'activité Super Coupe et du village de la Super Coupe. La 32e édition de la Super Coupe AGSB se tiendra en principe le 13 septembre 2025 au stade Wobi de Bobo-Dioulasso. L'affiche promet du beau spectacle puisqu'elle opposera le Raimo FC, champion du Burkina Faso, à l'Union sportive des forces armées du Burkina USFA, vice-championne nationale. VDP, VDP. Le combattant burkinabé de MMA, Abdul Razak Sankara, fait briller le drapeau burkinabé à l'international. C'est du côté de l'Afrique du Sud. Il est sorti victorieux de son premier combat au tournoi PFL Africa 2025. Il a été sans pitié. Victoire par KO au premier round face au Congolais Shadrack Yemba. On vous invite à voir les images. Has called a stop to this contest. 2 minutes and 1 second into round number 1. Declaring the winner by knockout, Abdul VDP, VDP, VDP. Après le MMA, place maintenant au basketball et la balle au panier en ce qui concerne le niveau est en train de monter crescendo. C'est l'avis du directeur technique national. Et ce bond en avant et dans les différentes catégories masculines et féminines est dû selon lui à l'organisation régulière des différents championnats. Maxime Ilboudo pour le compte rendu. Le directeur technique national n'a pas caché sa satisfaction au terme des championnats nationaux de petite catégorie disputés le 31 juillet au 2 août à Koudougou. Dans les deux sexes, les joueurs ont montré des qualités qui laissent envisager un basketball burkinabé compétitif dans quelques années. Cette nouvelle vague de joueuses est beaucoup plus dynamique que l'ancienne génération. Nous avons vu des matchs très enlevés, avec des filles qui vont plus vite que les anciennes et surtout qui sont très agressives. Elles étaient vraiment dynamiques. Au niveau des hommes, on a eu l'impression souvent qu'on avait affaire à des seniors. Parce que le niveau technique, quand même, il est assez bon. Il est assez bon. On a des joueurs qui arrivent à sortir leur épingle du jeu en alliant technique et tactique. Si le Burkina Faso peut voir la vie de la balle au panier en orange, c'est parce que la fêtière est maintenant régulière en termes d'organisation des compétitions selon Bagaounis Da. Depuis 5 ans, nous avons un championnat régulier dans toutes les catégories, filles comme garçons. Et c'est ce qui permet ce soir, par exemple, quand on regarde un peu le niveau, c'est ce qui a permis que le niveau monte. Maintenant, vous avez la présence des équipes des régions. Avant, c'était Bobo Ouaga, mais aujourd'hui, vous avez Banfora qui vient bousculer, entre guillemets, la hiérarchie. Vous avez Waiguya qui vient, ainsi que Tenkodogo, Gawa, etc., etc. Donc, ça a relevé un peu le niveau de la compétition au niveau des U16, des petites catégories. La plupart des matchs de finale ou des matchs de classement, ça a été très difficile. Il n'y a pas eu de grands écarts. Les championnats domestiques ne suffisent pas à la maturité de cette génération talentueuse. Le Burkina doit honorer dès maintenant les rendez-vous de la Fédération internationale de basketball. Parce que le gros problème, c'est notre irrégularité dans la participation aux éliminatoires au niveau des FIBA. Si nous participons régulièrement aux éliminatoires, forcément, aussi bien au niveau des entraîneurs qu'au niveau des joueurs, on aura ce qu'on appelle une expérience. C'est vrai, nous avons de la matière, mais nous avons encore beaucoup de travail, nous avons beaucoup de chemin à faire. Mais je crois aussi que nous sommes sur la bonne voie. Du reste, il ne m'appartient pas, c'est vrai, il ne m'appartient pas de donner les raisons de notre non-participation aux éliminatoires Afro-Basket U16. Mais nous nous étions préparés parce qu'au niveau de la fédération, nous sommes convaincus
que le renouveau du basketball sur le plan international doit passer par les petites catégories. 310 athlètes et encadreurs venus de Bobo-Dioulasso, de Tinkodougou, de Banfora, Ouagadougou et Waiguia étaient au rendez-vous de Koudougou. 52 matchs ont été disputés durant les 3 jours de compétition. VDP VDP Chers téléspectateurs, c'est ici qu'on va s'arrêter. Ce soir, nous étions avec Djibril Diallo, ex-international burkinabé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ok, vraiment, merci. Un plaisir pour moi de retrouver le plateau. BF1 voilà, pour l'émission sportive. Merci beaucoup. Et nous étions également avec Ismaël Saïdou Ganamé, journaliste à Fasozet. Merci. Merci, toujours un plaisir d'être là. Et pour nous accompagner ce soir, nous avons Somnata Football Club féminin de Kaya qui était notre public et qui nous a accompagnés. Merci à vous, chers téléspectateurs. C'est toujours un plaisir de vous rencontrer, d'être avec vous, de passer du temps avec vous. Mais c'est toujours un crève-cœur de vous dire au revoir. Heureusement, on se retrouve déjà lundi prochain pour un autre numéro, même heure, même chaîne. Mais en attendant, il y a la rediffusion demain dès 14 h sur les antennes de la télévision BF1. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci et à lundi prochain.